On ne récolte que ce que l'on a semé, mais certains oublient que la terre appartient toujours à celui qui possède les titres de propriété. Le silence dans le grand salon de la villa à Lyon n'est pas une absence de bruit, c'est une présence physique. Il pèse sur les épaules de Claire Lefebvre comme une couverture de laine humide. Claire est assise, le dos droit, sur une chaise en velours frappé dont la couleur vert émeraude semble s'être fanée en l'espace d'un seul après-midi. La poussière, visible dans les rayons de lumière qui traversent les hautes fenêtres, danse une valse lente et indifférente. Claire observe ses mains. Ce sont des mains qui ont construit, des mains qui ont signé des contrats, des mains qui ont caressé le visage de Marc quand il n'était qu'un enfant fragile. Aujourd'hui, ses mains sont immobiles, posées à plat sur le chêne massif de la table de salle à manger. Le bois est froid, imprégné de la cire d'abeille qu'elle applique elle-même chaque premier dimanche du mois depuis 40 ans. L'odeur de la cire, entêtante et sucrée, se mélange à l'odeur plus acide du thé froid qui repose dans une tasse de porcelaine de Sèvres, là-bas au bout de la table. Le plan de caméra est fixe, imperturbable. On voit Claire de profil, elle ne scille pas. Dans le cadre, à l'arrière-plan, la cuisine s'ouvre comme une scène de théâtre. Élodie, sa belle-fille, y évolue avec une efficacité qui ressemble à une agression. On entend le clic sec des talons d'Élodie sur le carrelage en damier noir et blanc, un bruit de métronome. Élodie ne regarde pas Claire. Elle a décidé que Claire était devenue un meuble, un objet encombrant dont on ne peut pas encore se débarrasser, mais que l'on peut recouvrir d'un drap d'oubli. Élodie pose un sac de course sur le comptoir en marbre. Le froissement du plastique est une déchirure dans la symphonie du silence. Elle en sort des boîtes de conserve, des produits biologiques, des substituts de viande. Elle range, elle classe, elle colonise le territoire de la cuisine qui, jusqu'à l'année dernière, était le sanctuaire de Claire. Marc arrive par le couloir. Le craquement du parquet sous ses chaussures de luxe est un son que Claire connaît par cœur. C'est le craquement de la troisième lame, celle qui est un peu lâche. Marc s'arrête, il ne franchit pas la limite invisible du salon. Il reste dans l'ombre. Son visage est fatigué, marqué par les indices boursiers et les nuits d'insomnie financière. Élodie se tourne vers lui. Sa voix est un scalpel, elle ne crie pas. Elle murmure car le murmure est l'arme de ceux qui ont déjà gagné. Elle explique à Marc que la cohabitation nécessite des règles nouvelles, des protocoles de neutralité. Elle dit d'un ton monocorde que pour préserver l'innocence des enfants, pour éviter les confusions générationnelles, Claire ne doit plus être appelée par son nom. Ni grand-mère, ni maman, ni madame. À partir de cet instant, dans l'enceinte de cette demeure, elle sera la résidente. Claire écoute, elle n'interrompt pas. Elle analyse le choix du mot. La résidente, c'est un terme de maison de retraite, c'est un terme de clinique psychiatrique. C'est un terme qui déshumanise. Elle sent le froid de la table monter dans ses avant-bras. Elle pense à la structure moléculaire du bois, à sa capacité à absorber la douleur sans se briser. Elle se demande si elle aussi peut devenir bois. Elle regarde Marc, son fils unique, le fruit de ses sacrifices, celui pour qui elle a hypothéqué cette même maison il y a 20 ans pour payer ses premières études de commerce. Marc ne dit rien. Il ajuste sa montre. Le cuir du bracelet grince légèrement. C'est le son de la complicité lâche. Il regarde le plafond, évitant le regard de pierre de sa mère. Il accepte l'effacement. Il accepte le meurtre symbolique, la scène dure. Et Claire commence une longue réflexion intérieure, une déambulation mentale dans les couloirs de sa mémoire et de son patrimoine. Elle se souvient de chaque virement, de chaque don manuel, de chaque euro investi dans la carrière de Marc. Elle calcule la valeur de la villa, le prix du terrain dans ce quartier prisé de Lyon, la valeur des bijoux cachés dans le coffre-fort de la chambre du haut, dont elle seule possède encore la combinaison mécanique. Elle pense à la fragilité de Marc. Elle sait qu'il a contracté des dettes pour soutenir le train de vie d'Élodie, pour acheter ce silence qu'il espère paisible. Elle sait qu'il a utilisé la procuration qu'elle lui a confiée par pure fatigue administrative pour combler les trous de son fonds d'investissement personnel. Elle voit la structure de leur pouvoir. Elle est faite de papier mâché et de mensonges. Le soir tombe lentement. L'obscurité envahit le salon, mais personne n'allume la lumière. Claire reste assise. Elle observe le rituel du bannissement. Élodie commence à marquer les objets. Elle sort un petit appareil de marquage électronique. On entend le petit bip-bip régulier. Elle colle des étiquettes sur les étagères de la bibliothèque. Livre de la résidente. Objet personnel de la résidente. Elle retire les photographies de famille du buffet. Elle manipule les cadres avec des gestes secs, comme si elle manipulait des déchets toxiques. Elle place le portrait de l'époux décédé de Claire dans une boîte en carton brun, au fond d'un placard. Elle remplace l'image du passé par un vase en céramique grise, vide, dont la forme évoque un obélisque funéraire. Le monologue intérieur de Claire se poursuit,
froid comme une pluie d'automne. Elle ne ressent pas de tristesse. La tristesse est un luxe qu'elle ne peut plus s'offrir. Elle ressent une clarté mathématique. Elle comprend que son fils et sa belle-fille ont commis une erreur fondamentale. Ils ont confondu sa politesse avec de la sénilité et sa patience avec de la faiblesse. Ils pensent que parce qu'elle ne réagit pas aux insultes, elle ne les comprend pas. Ils ont oublié qu'elle a passé 30 ans à gérer une entreprise de logistique, à diriger des hommes rudes, à prévoir les crises avant qu'elles ne surviennent. Ils ont oublié qu'elle est celle qui a les clés des coffres, des testaments et des archives. Le dîner commence dans la salle à manger adjacente. On entend le bruit des chaises que l'on tire, le tintement des couverts contre la porcelaine fine, celle que Claire a reçue pour son mariage. Les rires des petits-enfants montent, puis sont étouffés par la voix directive d'Élodie. On ne vient pas chercher Claire. On n'appelle pas la résidente à la table des maîtres. On lui a laissé un plateau sur le guéridon de l'entrée, avec une soupe tiède et un morceau de pain dur. Claire se lève, ses genoux craquent, un bruit sec qui résonne dans la pièce vide. Elle ne va pas vers le plateau. Elle se dirige vers son bureau. Elle s'assoit devant son ordinateur. La lumière bleue de l'écran illumine son visage, révélant chaque ride comme une tranchée de guerre. Elle ouvre son interface bancaire. Elle regarde les chiffres, le solde est confortable, mais ce qui l'intéresse, ce sont les mouvements. Elle voit les prélèvements de Marc, elle voit les transferts vers des comptes secondaires, elle commence à taper. Ses doigts sont agiles, sans hésitation. Elle ne retire pas l'argent, elle fait quelque chose de plus subtil. Elle modifie les plafonds. Elle révoque la procuration de Marc, non pas totalement, mais elle la limite à des transactions de moins de 100 €. Elle active une alerte de sécurité sur chaque tentative de mouvement important. Elle sait que demain, Marc doit verser la caution pour son nouveau local commercial. Un virement de 200 000 €. Il pense que l'argent est là, disponible, soumis. Elle éteint l'écran. Elle retourne vers la fenêtre. La caméra reste verrouillée sur elle. Elle regarde le jardin sombre. Elle murmure un seul mot, inaudible pour quiconque sauf pour elle-même. Un nom. Son propre nom. Claire. Elle le prononce pour s'assurer qu'il existe encore dans l'air de cette maison. Elle sait que le chaos commencera à 10 heures demain matin. Elle n'aura pas à crier. Elle n'aura qu'à regarder l'effondrement depuis sa place de résidente. Elle attend le lever du soleil avec la patience d'un bourreau qui connaît la solidité de sa corde. La nuit est totale. La maison respire, inconsciente du poison financier qui circule désormais dans ses veines. Le matin du mardi 14 novembre est gris. Une brume épaisse s'accroche aux branches nues des platanes dans le jardin de la villa. Claire est réveillée depuis 5 heures du matin. Elle n'a pas allumé la lumière. Elle écoute les bruits de la maison, ce monstre de pierre qu'elle a nourri pendant des décennies. Elle entend le ronronnement de la chaudière, le sifflement de la cafetière automatique dans la cuisine et le bruit sourd des pas de Marc qui court sur son tapis de marche à l'étage. Un bruit de moteur électrique monotone qui simule une avance sans jamais quitter le même point au sol. C'est l'image exacte de la vie de son fils. À 7h45, le silence est rompu par un bruit inhabituel. Ce n'est pas le cliquetis des clés d'Élodie. C'est le bruit d'un tournevis que l'on insère dans une serrure. Un grincement métallique sec, suivi d'un petit choc de métal contre le bois. Claire se lève de son lit. Elle ne met pas sa robe de chambre. Elle reste en chemise de nuit de coton blanc, une silhouette spectrale dans la pénombre de sa petite chambre. Elle ouvre la porte. Dans le couloir, un homme en bleu de travail, un serrurier, est en train de démonter la poignée de la porte principale de la suite parentale, celle que Claire occupait autrefois avec son mari et qu'elle a dû quitter pour la petite chambre du fond. Marc est là. Il tient un dossier cartonné sous le bras. Il ne regarde pas sa mère. Il regarde le serrurier. Élodie apparaît derrière lui, vêtue d'un ensemble de sport noir, impeccable, les cheveux tirés en un chignon si serré qu'il semble lui étirer les traits du visage. Elle tient une tablette numérique, elle coche des cases. Elle ne dit pas bonjour à la résidente. Elle parle au-dessus d'elle, comme si Claire était une onde sonore sans importance. Élodie explique au serrurier qu'il faut installer un système de verrouillage électronique à code, non seulement sur la porte d'entrée, mais aussi sur l'accès à la cave à vin, au bureau et, surtout, à la porte de la cuisine pendant la nuit. C'est le déclencheur, le couteau dans le dos. Marc s'approche enfin de Claire, mais il garde une distance de sécurité, environ 2 mètres. Il parle d'une voix monocorde, celle qu'il utilise pour annoncer des pertes trimestrielles à ses investisseurs. Il dit que c'est pour sa sécurité. Il évoque des épisodes de confusion qu'elle aurait eus, des moments où elle aurait laissé le gaz ouvert ou oublié de verrouiller la porte du jardin. Ce sont des mensonges. Claire sait qu'elle n'a jamais laissé le gaz ouvert. Elle sait que c'est le prélude à une mise sous tutelle.
Ils veulent prouver son incapacité physique pour reprendre le contrôle total de ses actifs financiers, ceux qu'elle a verrouillés la veille sur son ordinateur. La caméra reste fixe sur le visage de Claire. On voit seulement un léger tressaillement de sa paupière gauche. Elle observe Marc, elle voit la sueur perler sur sa tempe. Il a peur, il a besoin de cet argent. Le virement de 200 000 € qu'il a tenté de faire à 10 heures la veille a échoué. La banque l'a appelé. Il est acculé. Sa seule issue est de déclarer sa mère inapte, de casser ses mandats de protection future et de vider ses comptes avant que le château de cartes ne s'écroule. Élodie intervient. Elle s'approche de Claire. Elle sent le parfum de synthèse, une odeur de vanille chimique qui masque une froideur absolue. Elle lui tend un document. Un papier à en-tête d'une clinique privée située à 50 km de là. Salancocetras Ondelea Japa, la Chaînée, un centre de repos spécialisé dans les troubles cognitifs liés à l'âge. Élodie explique que le taxi arrivera à 14 heures. Elle dit que les affaires de Claire ont déjà été emballées. Elle montre du doigt 3 valises en cuir, les vieilles 2 valises de Claire qui attendent déjà dans le hall, près de la porte dont on change la serrure. Claire ne prend pas le papier. Elle laisse la feuille glisser entre les doigts d'Élodie et tomber sur le tapis. Le papier ne fait aucun bruit. C'est une chute silencieuse. Claire se retire dans sa chambre sans dire un mot. Elle ferme la porte. Elle entend Marc et Élodie chuchoter dans le couloir. Ils pensent qu'elle a abandonné. Ils pensent que le choc l'a brisée. Ils retournent à leurs occupations. Marc repart vers son bureau. Élodie commence à vider les derniers tiroirs du bureau de Claire. On entend le bruit des papiers que l'on déchire. Un bruit de lacération. Assise sur son lit, Claire commence sa réflexion. Elle pense à la trahison médicale. Elle sait que le médecin qui a signé ce certificat de complaisance est le cousin d'Élodie. Un homme médiocre, criblé de dettes professionnelles, elle pense à la sensation du froid sur ses mains. Elle se souvient d'une phrase de son père « Ne frappe jamais un homme à terre, assure-toi d'abord qu'il ne pourra jamais se relever ». Elle ne va pas appeler la police, elle ne va pas appeler un avocat. L'institution est trop lente pour l'urgence de sa survie. Elle va utiliser leur propre cupidité contre eux. Elle prend son téléphone portable, un vieil appareil qu'il croit obsolète. Elle compose un numéro. Ce n'est pas un numéro d'urgence. C'est le numéro d'un inspecteur des impôts qu'elle a aidé il y a 10 ans lors d'une affaire de fraude dans le secteur de la logistique. Elle parle bas. Sa voix est un murmure d'acier. Elle ne donne pas de détails émotionnels. Elle donne des faits. Elle donne des numéros de comptes offshore que Marc utilise pour blanchir les commissions de son fonds d'investissement. Elle donne l'adresse du cabinet du cousin d'Élodie. Elle dénonce une fraude à l'assurance vie massive dont elle est la victime, mais aussi le témoin. Elle raccroche. Elle regarde l'heure. Il est 11h15. Elle a 2h45 avant l'arrivée du taxi pour la clinique. Elle se lève et s'habille. Elle choisit son tailleur le plus strict, un bleu marine profond. Elle met ses perles. Elle se maquille avec une précision chirurgicale. Elle ne ressemble pas à une femme confuse. Elle ressemble à un juge. Elle sort de sa chambre. Elle traverse le couloir, le serrurier a terminé. Les nouvelles serrures brillent, insolentes. Elle descend l'escalier. Marc est dans le salon, au téléphone. Il hurle presque. Il parle à son banquier. Il demande pourquoi ses comptes personnels sont soudainement gelés pour vérification de conformité. Il ne voit pas sa mère passer derrière lui. Élodie est dans le jardin, elle fume une cigarette, un geste qu'elle s'interdit d'habitude. Elle essaie nerveuse. Elle sent que l'air a changé. Claire se dirige vers la cuisine. Elle prend un verre d'eau. Elle regarde la bouteille de vin que Marc a ouverte la veille. Un grand cru. Elle prend la bouteille et la vide calmement dans l'évier. Le liquide rouge coule, une hémorragie de luxe. Elle repose la bouteille vide sur le comptoir. Elle sait que dans moins de 3 heures, ce ne sera pas un taxi pour la clinique qui s'arrêtera devant la grille. Elle sait que les sirènes ne tarderont pas, mais elles ne seront pas pour elle. Elle s'assoit dans le fauteuil du hall, juste à côté de ses valises. Elle attend. La caméra est placée en contre-plongée. Claire domine le cadre. Elle est immobile. Elle regarde la porte. Le bruit du tournevis du serrurier résonne encore dans sa tête comme un compte à rebours. Le monde de Marc et d'Élodie est en train de se fragmenter, pixel par pixel, chiffre par chiffre. Ils lui ont retiré son nom, ils ont tenté de lui retirer sa liberté. Elle va leur retirer leur avenir. Le silence revient, plus lourd encore. À l'étage, Marc brise un verre. On entend le fracas des débris sur le sol. C'est le premier son de la ruine. Claire ferme les yeux un instant. Elle imagine la suite. Elle imagine la chute de la maison Lefebvre. Elle n'éprouve aucune joie. Juste la satisfaction du travail bien fait. La résidente est prête à quitter les lieux, mais elle n'est pas la seule à partir. À 13h45, l'atmosphère dans la villa est devenue électrique.
saturé par une tension que l'on pourrait presque toucher. L'odeur du café brûlé sature l'air de la cuisine, une odeur âcre qui pique la gorge. Marc fait les 100 pas dans le hall d'entrée. Ses chaussures de cuir grincent sur le marbre. Il regarde sa montre toutes les 30 secondes. Il attend le taxi de la clinique Lachenay. Il veut que Claire disparaisse. Il veut que ce corps encombrant, ce témoin de ses échecs financiers, soit enfermé derrière des murs blancs où personne ne l'écoutera. Élodie, elle, est montée à l'étage pour finir de vider les armoires de la suite parentale. On entend le bruit sourd des cintres que l'on jette sur le sol, un bruit de ferraille sec, définitif. Claire est toujours assise sur son fauteuil, près de ses valises. Elle ne bouge pas. Elle regarde le vide avec une intensité qui semble trouer l'espace. Elle observe une petite araignée qui tisse sa toile entre le pied de la console et le mur. Un travail de précision, un travail de patience. Claire se sent proche de cet insecte. Elle a tissé ses fils pendant que ses enfants riaient, de sa faiblesse. Elle sent le froid de l'hiver s'infiltrer par les fentes de la porte, mais elle ne frissonne pas. Son corps est devenu un instrument de vengeance, froid et rigide comme le canon d'un fusil. Soudain, le portail électrique de la propriété gémit. On entend le moteur forcer contre le gravier. Marc s'arrête net, un sourire nerveux étire ses lèvres. Il pense que c'est le taxi. Il ouvre la porte avant même que l'on sonne. Mais ce n'est pas une berline blanche de transport médical qui stationne devant le perron. Ce sont 3 véhicules sombres, banalisés, mais dont l'autorité est immédiate. 3 hommes et 2 femmes en descendent. Ils ne portent pas de blouse blanche. Ils portent des manteaux sombres, des porte-documents en cuir et cette expression de neutralité absolue qui caractérise les fonctionnaires de la brigade financière. La caméra est placée dans le coin supérieur du hall, telle une caméra de surveillance. Elle capte la confusion de Marc. Il bafouille. Il demande ce qui se passe. L'un des inspecteurs, un homme au visage de pierre, lui tend un document plastifié. Ce n'est pas le certificat médical d'Élodie. C'est un mandat de perquisition. Il cite des soupçons de détournement de fonds, de fraude fiscale internationale et d'abus de faiblesse aggravés. Marc recule d'un pas. Son dos heurte le buffet de famille. Le choc fait teinter les cristaux à l'intérieur du meuble. Un son de cloche funéraire. Élodie descend l'escalier en courant. Elle s'arrête à mi-chemin, les mains crispées sur la rampe en fer forgé. Son visage, si parfaitement maquillé le matin même, semble s'effondrer. Les inspecteurs ne demandent pas la permission. Ils entrent. Ils commencent à installer leur matériel sur la table de la salle à manger, celle-là même où Claire s'asseyait en silence. Ils ouvrent les tiroirs que Marc croyait avoir vidés. Ils branchent des câbles sur l'ordinateur de Marc. Claire se lève alors, lentement. Ses mouvements sont gracieux, presque chorégraphiés. Elle marche vers l'inspecteur principal. Marc la regarde, les yeux écarquillés. Il essaie de parler, mais sa gorge est serrée par la terreur. Il veut dire qu'elle est confuse, qu'elle est malade, qu'il ne faut pas l'écouter. Mais Claire devance son intention. Elle ne crie pas. Elle ne pleure pas. Elle tend un petit objet noir, une clé USB, qu'elle tenait cachée dans la paume de sa main depuis le matin. Elle dit d'une voix calme, sans aucune inflexion émotionnelle, « Voici l'historique complet des virements que mon fils a effectués depuis mon compte vers ses sociétés écrans au Luxembourg. Vous y trouverez également les enregistrements audio des pressions psychologiques exercées pour me contraindre à la signature des hypothèques. Le silence qui suit est plus lourd que le béton. Élodie lâche le dossier qu'elle tenait. Les feuilles s'éparpillent sur les marches de l'escalier comme des ailes d'oiseaux morts. Elle réalise que le piège ne s'est pas refermé sur la vieille dame, mais sur son propre mari, et par extension, sur elle. Elle voit les inspecteurs commencer à mettre des scellés sur les coffres. Elle voit sa vie de luxe, ses projets de rénovation, son statut social s'évaporer dans l'air froid du hall. La réflexion intérieure de Claire se déploie à nouveau. Elle regarde son fils menotté par la loi, sinon par les liens physiques pour l'instant. Elle ne ressent pas de pitié. Elle se souvient de la sensation de la serrure que l'on changeait le matin même. Elle se souvient de l'étiquette « la résidente ». Elle comprend que le pouvoir n'est pas dans la possession des lieux, mais dans la maîtrise de l'information. Marc a cru qu'il était le maître parce qu'il avait le mot de passe du coffre. Il a oublié que c'est Claire qui a construit le coffre. Les inspecteurs demandent à Marc et Élodie de les suivre dans le bureau pour un interrogatoire préliminaire. Ils sont séparés. La villa devient une ruche d'activités administratives froides. On entend le bruit des scotch de sécurité que l'on déchire, un bruit de peau que l'on arrache. Claire retourne s'asseoir. Elle n'est plus la proie. Elle est le témoin privilégié de sa propre libération. Elle regarde le taxi de la clinique arriver enfin avec 10 minutes de retard. Elle voit le chauffeur attendre devant la grille,
perplexe devant le déploiement de forces de police. Elle fait un signe de la main, un geste de renvoi, minuscule. Le taxi fait demi-tour. Le plan fixe montre Claire, seule dans le salon, entourée par le chaos de la perquisition. Elle prend sa tasse de thé froid et finit de la boire. Le goût est amer, mais elle l'apprécie. C'est le goût de la réalité. Elle sait que ce n'est que le début. Les banques vont demander des comptes. Les investisseurs vont paniquer. Le nom qu'il voulait effacer va devenir celui qui les hantera devant les tribunaux. Elle se lève et se dirige vers la cuisine. Elle allume le gaz, elle place une bouilloire sur le feu. Le sifflement commence à monter, un cri aigu qui transperce le calme de la demeure. Personne ne vient l'éteindre. Elle regarde la flamme bleue. Elle est pure. Elle est constante. Elle est exactement ce dont elle a besoin pour brûler les restes de leur arrogance. Marc sort du bureau, escorté. Il a vieilli de 10 ans. Il regarde sa mère une dernière fois. Il cherche un signe de pardon, une étincelle de cette faiblesse maternelle qu'il a exploitée pendant si longtemps. Il ne trouve qu'un regard de glace, un regard qui le voit pour ce qu'il est. Un chiffre erroné dans une équation parfaite. La porte se referme derrière lui. Le verrou électronique, celui qu'il a fait installer le matin même, émet un petit clic de confirmation. Il est dehors. Elle est dedans. Le silence est revenu dans la villa, mais c'est un silence de ruine. Il est 19 heures. Les inspecteurs de la brigade financière sont partis, emportant avec eux des cartons entiers de documents, des disques durs et l'honneur de la famille Lefebvre. Marc n'a pas été arrêté, pas encore, mais il est placé sous contrôle judiciaire. Il a l'interdiction de quitter le territoire et, surtout, l'interdiction d'accéder aux comptes de la société. Élodie est assise dans le salon, sur le canapé en cuir blanc qu'elle a acheté avec l'argent de la vente des bijoux de famille de Claire. Elle ne bouge pas. Elle regarde ses ongles parfaitement manucurés et elle tremble. Ce n'est pas un tremblement de peur, c'est un tremblement de rage impuissante. Claire est dans la cuisine. Elle prépare une soupe. On entend le bruit rythmique du couteau contre la planche en bois. Toc, toc, toc. Elle coupe des poireaux avec une précision millimétrique. L'odeur des légumes frais remplit l'espace, une odeur de terre et de vie qui contraste avec l'odeur de papier brûlé qui émane du bureau. La caméra essaie placée dans l'encadrement de la porte, capturant Claire au premier plan et Marc effondré dans le hall à l'arrière-plan. Marc essaie de passer un appel. On entend le bip-bip régulier de la tonalité. Personne ne décroche. Son avocat habituel, celui qu'il paie pour ses montages fiscaux, a fait savoir qu'il y avait un conflit d'intérêts. En réalité, l'avocat sait que le navire coule, et il ne veut pas être mouillé. Marc entre dans la cuisine. Ses pas sont lourds. Il n'a plus la superbe du financier de la semaine dernière. Il s'approche de Claire. Il essaie de retrouver une voix douce, une voix de fils. Il l'appelle maman. Le mot sonne faux, comme une pièce de monnaie contrefaite tombant sur du béton. Il lui demande pourquoi. Il lui demande comment elle a pu faire ça à son propre fils. Il évoque l'héritage, la lignée, le futur des petits-enfants. Il pleure presque. Les larmes coulent sur ses joues, mais Claire ne lève pas les yeux de ses poireaux. Elle continue de couper. Elle s'arrête enfin. Elle pose le couteau. Le silence qui suit est abyssal. Elle lève la tête et regarde Marc. Dans ses yeux, il n'y a pas de haine. Il y a une absence totale d'émotion, ce qui est bien pire. Elle lui rappelle, d'une voix monocorde, qu'il y a 72 heures, il discutait de son placement en unité fermée avec le cousin d'Élodie. Elle lui rappelle les étiquettes collées sur ses livres. Elle lui rappelle qu'elle est la résidente. Elle lui explique, avec la froideur d'un comptable, que l'amour maternel n'est pas une ligne de crédit illimitée. C'est un capital qui s'épuise quand on le dilapide dans la trahison. À l'étage, le téléphone d'Élodie sonne sans arrêt. Ce sont les créanciers, ce sont les banques qui ont activé les clauses de remboursement immédiat suite au gel des avoirs. La villa, cette forteresse de luxe, est en train de se transformer en un passif toxique. Les factures de gaz, d'électricité, de sécurité, tout ce que Claire payait sans rien dire, vont maintenant tomber sur les épaules de Marc. Mais Marc n'a plus rien. Il est insolvable. Sa fortune n'était faite que de l'argent de sa mère, détourné par des circuits qu'elle a elle-même sectionnés d'un clic. Claire verse les légumes dans l'eau bouillante. Le son de l'ébullition remplit la pièce. Elle entame une longue réflexion silencieuse. Elle pense à la nature de la propriété. Marc et Élodie pensaient que posséder les clés signifiait posséder le pouvoir. Ils ont oublié que le pouvoir réside dans celui qui peut couper le courant. Elle regarde par la fenêtre. Les lumières du jardin s'éteignent une à une. Elle a résilié le contrat d'entretien des extérieurs. Demain, la piscine commencera à se remplir de feuilles mortes. La semaine prochaine, le jardinier ne viendra pas. La nature reprendra ses droits sur cette mise en scène de réussite sociale. Élodie descend l'escalier. Elle crie.
Elle ne peut plus contenir son hystérie. Elle accuse Claire d'être un monstre. Elle dit qu'elle va appeler les services sociaux pour signaler que Claire est dangereuse. Elle s'approche de la vieille dame, menaçante. Claire ne recule pas. Elle tient une louche d'eau bouillante à la main. Elle ne fait aucun geste agressif, mais sa stature suffit. Elle dit simplement « Élodie, ton cousin le docteur a déjà été arrêté cet après-midi pour faux et usage de faux. Sa carrière est terminée. Si tu veux appeler quelqu'un, appelle un déménageur. Tu as 48 heures pour quitter cette maison avant que l'huissier ne procède à l'inventaire des biens saisis pour couvrir les dettes de Marc. » Élodie s'arrête net, son visage devient livide. Le mot « saisi » résonne comme un coup de fusil. Elle regarde autour d'elle. Le canapé, les tableaux, les vases, tout appartient désormais à la procédure judiciaire déclenchée par la plainte de Claire. Elle réalise qu'elle va devoir retourner vivre chez ses parents, dans un petit appartement de banlieue qu'elle méprisait tant. Elle réalise que le nom de Lefebvre est désormais associé à la chronique judiciaire locale. La caméra reste fixée sur le salon alors que Marc et Élodie commencent à se disputer. Ils s'accusent mutuellement. Marc reproche à Élodie sa cupidité. Élodie reproche à Marc son incompétence. Leurs voix montent, s'entrechoquent, deviennent un bruit de fond désagréable. Claire, elle, s'assoit à la table de la cuisine. Elle commence à manger sa soupe. Elle apprécie la chaleur du bouillon. Elle apprécie la solitude retrouvée au milieu du fracas. Elle sait que la prochaine étape sera la plus difficile pour eux, la perte totale de contrôle. Elle sort un document de son tablier, c'est l'acte de propriété de la villa. Elle le pose sur la table. Elle le regarde comme on regarde un champ de bataille après la victoire. Elle n'a aucune intention de rester ici. Cette maison est imprégnée de leur odeur, de leur trahison. Elle a déjà signé un compromis de vente avec un promoteur qui veut transformer la villa en une résidence pour artistes. Elle va partir, mais elle partira avec son capital intact, laissant derrière elle les décombres de la vanité de son fils. Le soir tombe définitivement. Marc s'est assis par terre, dans le hall, la tête dans les mains. Élodie s'est enfermée dans une chambre. On entend des sanglots étouffés. Claire éteint la lumière de la cuisine. Elle marche vers l'escalier. Elle ne regarde pas Marc. Elle monte les marches avec une énergie nouvelle. Chaque pas est un poids qui s'envole. Elle n'est plus la résidente. Elle est celle qui ferme le livre. La caméra reste en bas, filmant le hall vide, les cartons de la perquisition éparpillés, et la silhouette de Marc qui semble se dissoudre dans l'obscurité. Les enjeux ne sont plus financiers, ils sont existentiels. Et Marc vient de comprendre qu'il n'existe plus. Il est 3 heures du matin. La villa est plongée dans une obscurité sépulcrale, seulement troublée par le clignotement bleuâtre d'un voyant d'alarme qui n'est plus relié à rien. L'électricité a été coupée pour défaut de paiement sur le compte de Marc, ce compte qu'il croyait inépuisable. Dans le salon, le froid s'est installé, une humidité rampante qui semble sortir des murs de pierre. Marc est assis à même le sol, dans un coin de la pièce, entouré de bouteilles de vin vides. Il a forcé la cave que le serrurier n'avait pas encore sécurisée. Il boit pour oublier le bruit du silence. Ce silence est un juge qui ne rend pas de verdict, il se contente d'exister. Élodie est à l'étage. On entend le bruit compulsif des fermetures éclairs. Elle fait ses valises. Mais ce n'est plus le luxe de la veille. Elle essaie de cacher des objets de valeur, des argenteries, des bijoux que la perquisition a oubliés. Le bruit du métal qui s'entrechoque dans le tissu est un son de pillard. Elle n'est plus la maîtresse de maison, elle est une ombre qui vole les restes de son propre naufrage. Elle descend l'escalier, une marche après l'autre. Elle s'arrête devant Marc, elle ne dit rien. Elle le regarde avec un dégoût si pur qu'il en devient sculptural. Elle réalise que l'homme qu'elle a épousé n'était qu'un prolongement du compte en banque de sa mère. Sans l'argent, Marc n'est qu'un corps vide, une coquille de costume italien sans substance. Claire est réveillée. Elle est assise sur son lit, dans la petite chambre. Elle n'a pas besoin de lumière. Elle connaît chaque centimètre de cette maison par le toucher. Elle écoute l'effondrement. Elle entend le souffle court de Marc dans le salon, un souffle qui ressemble à un râle. Elle entend les pas précipités d'Élodie qui quitte la maison par la porte de service, sans un mot, sans un regard en arrière. Élodie part vers la gare, seule, avec 2 valises trop lourdes pour elle. Elle abandonne le navire. Elle abandonne Marc. Elle abandonne l'illusion. La réflexion de Claire est une plongée dans les profondeurs de la perte. Elle pense à ce moment précis où tout bascule. Le moment « all is lost ». Ce n'est pas quand on perd l'argent, c'est quand on réalise que personne ne viendra vous aider. Elle sait que Marc a appelé tous ses amis, tous ses partenaires d'affaires. Tous ont décliné l'appel. Dans le monde de Marc, l'échec est une maladie contagieuse. On ne soigne pas les malades, on les évite. Elle regarde ses propres mains dans le noir. Elles sont calmes. Elle ne ressent pas la satisfaction que les gens imaginent.
Elle ressent la paix du géomètre qui a enfin rectifié une erreur de calcul vieille de 30 ans. La caméra fixe le hall au petit matin. La lumière grise de l'aube révèle le désastre. Marc est endormi sur le tapis, le visage rouge, les vêtements froissés. Il ressemble à un sans-abri dans son propre palais. Il se réveille au son d'un moteur de camion. Ce n'est pas la police. Ce sont les déménageurs que Claire a engagés pour vider la maison en vue de la vente. Ils entrent avec des couvertures grises et des rubans adhésifs. Ils commencent à emballer le mobilier. Ils ne demandent pas à Marc de partir. Ils travaillent autour de lui comme s'il était un déchet encombrant. Marc se lève. Il essaie d'arrêter l'un des hommes. Il crie qu'il est son chez lui. Sa voix se brise. L'homme, un colosse au visage fatigué, lui montre un ordre de mission signé par le mandataire judiciaire et par le propriétaire légal, Claire Lefebvre. Marc comprend enfin l'étendue de sa dépossession. Il n'a plus de toit, il n'a plus de femme, il n'a plus de dignité. Il regarde son téléphone. L'écran est noir, la batterie est morte. Il est déconnecté du monde qu'il pensait diriger. Claire descend l'escalier. Elle porte son manteau de voyage. Elle a un petit sac de cuir à la main. Elle s'arrête devant Marc. Elle ne lui donne pas d'argent. Elle ne lui donne pas de conseils. Elle lui tend une enveloppe. Marc l'ouvre, les mains tremblantes. À l'intérieur, il n'y a pas de chèque. Il y a une copie de son propre acte de naissance et une lettre de renonciation à l'héritage qu'elle a signée devant notaire. Elle lui retire la seule chose qu'il attendait encore, sa mort lucrative. Elle lui signifie qu'elle compte vivre longtemps, très longtemps, et qu'il ne verra jamais un centime de ce qui reste. La réflexion de Claire se poursuit alors qu'elle marche vers la porte. Elle pense à la liberté. La vraie liberté, c'est de n'avoir plus rien à perdre. Marc n'est pas libre, il est juste vide. Elle est libre parce qu'elle a coupé les amarres avec sa propre création. Elle regarde la villa une dernière fois, elle voit les déménageurs emporter le canapé blanc d'Élodie. Elle voit les murs nus apparaître. La maison redevient ce qu'elle était avant le mensonge, une structure froide de briques et de mortier. Marc s'effondre sur le perron alors que Claire monte dans la voiture qui l'attend. Il ne crie plus, il n'a plus de force. Il regarde la voiture s'éloigner sur l'allée de gravier. Le bruit des pneus sur les pierres est le dernier son de son ancienne vie. Il se retrouve seul sur le perron, dans le froid du matin lyonnais, avec pour tout bagage l'enveloppe vide de sa mère. Il n'a nulle part où aller. Ses cartes de crédit sont muettes. Son nom est une insulte. Son visage est une honte. Le plan de caméra reste verrouillé sur le portail qui se referme automatiquement. On voit Marc de dos, minuscule devant l'immensité de la grille en fer forgé. Il ne bouge pas. Il est le vestige d'une ambition dévorée par la réalité. L'effet d'un coup est total, le fond est atteint. Et au fond, il n'y a rien d'autre que le bruit du vent dans les platanes et l'odeur de la poussière qui retombe sur une vie gâchée. La vengeance n'est pas un acte, c'est un état de fait. C'est l'absence totale de l'autre. 6 mois ont passé depuis que le portail de la villa s'est refermé sur la silhouette brisée de Marc. Le temps a fait son œuvre, comme un acide lent qui ronge les dernières illusions. La villa n'appartient plus aux Lefebvre. El Accra a été vendue à un fonds de dotation culturelle. Le jardin, autrefois théâtre des complots d'Élodie, est maintenant un espace de silence où des étudiants en art viennent dessiner la structure des arbres. La caméra essaie posée sur un trépied, au fond de l'allée. Elle ne bouge pas. Elle observe le changement de saison. La lumière de juin est crue, elle ne pardonne aucune imperfection. Marc vit désormais dans une chambre de bonne de 12 mètres carrés, au 6e étage d'un immeuble décrépit près de la gare de Perrache. On le voit dans un plan fixe, assis sur un lit étroit dont les ressorts grincent à chaque mouvement. Il porte un costume trop large, vestige de sa splendeur passée, dont les poignets sont élimés. Il travaille comme téléconseiller pour une société de recouvrement de créances. Ironie suprême du destin, il passe ses journées à harceler des gens qui lui ressemblent, des gens qui ont tout perdu par arrogance ou par erreur de calcul. Sa voix, autrefois si assurée, est devenue un murmure mécanique, usé par la répétition des scripts de menaces financières. Élodie a disparu des radars sociaux. Le scandale de la clinique et des faux certificats médicaux a été relayé par la presse locale. Son nom est devenu imprononçable dans les cercles qu'elle chérissait. Elle a trouvé refuge dans sa famille, en province, où elle occupe un poste administratif subalterne sous un nom d'emprunt officieux. On dit qu'elle ne sort plus de chez elle, craignant de croiser un ancien regard connu. Son ambition s'est transformée en une paranoïa discrète, une peur constante que le passé ne vienne frapper à sa porte sous la forme d'un huissier ou d'un journaliste. Claire, quant à elle, a choisi la discrétion absolue. Elle ne vit pas dans le luxe ostentatoire. Elle a acheté un petit appartement sur les quais de Saône, un espace blanc,
minimaliste, où chaque objet a une fonction et une histoire propre. On la voit, dans le cadre de la caméra, assise sur son balcon. Elle regarde l'eau couler. Le fleuve est une métaphore de son existence. Il emporte les détritus et purifie les rives. Elle a utilisé une partie de l'argent de la vente pour créer une fondation d'aide aux personnes âgées victimes d'abus familiaux. Elle ne cherche pas la reconnaissance, elle cherche la réparation systémique. Le monologue intérieur de Claire pour cette dernière fois est empreint d'une sérénité glaciale. Elle ne regrette rien. Elle ne ressent pas de haine envers Marc, la haine demande de l'énergie, et elle préfère conserver la sienne pour la contemplation du monde qui lui reste. Elle sait que Marc lui envoie des lettres, des demandes de pardon, des appels à l'aide financier. Elle ne les ouvre pas. Elle s'accumule dans une boîte à chaussures des enveloppes blanches qui contiennent des mensonges qu'elle ne veut plus lire. Elle a compris que le pardon n'est pas une obligation morale, c'est une transaction. Et Marc n'a plus rien à offrir en échange. La réflexion de Claire se porte sur la notion de descendance. Elle a réalisé que le sang n'est pas un contrat de loyauté. Elle a rompu la chaîne de la transmission empoisonnée. En dépouillant Marc, elle l'a peut-être sauvé de sa propre vacuité, bien qu'il ne le comprenne jamais. Elle regarde le soleil se coucher derrière les collines de Fourvière. L'ombre s'allonge sur le sol de son balcon. Elle prend son carnet, le même que celui de l'épisode 1, et elle tire un trait horizontal sous la dernière colonne de chiffres. Le compte est juste. Les actifs et les passifs s'équilibrent enfin. Le dénouement juridique a été implacable. Marc a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et à une amende qui absorbera ses revenus pour les 20 prochaines années. Le cousin d'Élodie a perdu sa licence de médecine. La justice n'a pas été spectaculaire. Elle a été bureaucratique, lente et inéluctable. C'est la forme de vengeance que Claire préfère, celle qui utilise les règles du système pour broyer ceux qui pensaient être au-dessus des lois. La caméra effectue son dernier plan. On voit la villa de Lyon, vide d'habitants mais pleine de projets. Des ouvriers retirent les dernières étiquettes qu'Élodie avait collées sur les meubles. Ils grattent le mot « résidente » avec une spatule en fer. Le bruit du métal sur le bois est le son de la libération. Sous l'étiquette, le bois est resté intact, protégé de la colle et de l'insulte. La maison respire à nouveau. Claire se lève de son fauteuil, elle rentre à l'intérieur de son appartement. Elle ferme la baie vitrée, le bruit de la ville s'éteint, elle éteint la lumière. Dans l'obscurité, on n'entend plus que le tic-tac d'une horloge ancienne, un battement de cœur régulier qui ne s'arrêtera pas de sitôt. L'épilogue se termine dans cette absence totale de fracas. La vengeance n'est pas un cri, c'est le silence qui suit la disparition de ceux qui vous ont trahi. La justice est faite non par la main de Dieu, mais par la patience d'une mère qui a su redevenir une femme libre. Le générique peut défiler. Il n'y a plus rien à ajouter. L'histoire est scellée dans l'ambre de la réalité froide.